Réaménagement de l'appareil judiciaire en RDC. Plusieurs magistrats ont été révoqués, mis à la retraite ou promus au terme d'une série d'ordonnances présidentielles rendues publiques lundi. Au moins 15 civils ont encore été tués par des miliciens Codeco au camp de pêche de Gobou dans le territoire de Djougou. L'information est confirmée par la société civile de l'Ituri. Comment se déroulent les préparatifs de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national? Plusieurs préalables à remplir. Parents, enseignants et vendeurs de fournitures ont donné de la voix dans ce journal. Bonjour à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué d'importantes mises en place au sein de la magistrature. Au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques lundi dans la soirée, plusieurs magistrats civils ont été démis de leur grade et fonctions au Conseil d'État et à la Cour d'appel pour notamment avoir été condamnés. Des nouveaux magistrats ont également été promus. Ça a été attendu par plusieurs pour améliorer l'appareil judiciaire et le chef de l'État Félix Tshisekedi a compris qu'il faut des réaménagements. Et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a exécuté l'ordre. C'est ainsi, dans l'objectif de répondre aux attentes de l'État de droit, le président Félix Tshisekedi a effectué d'importantes mises en place au sein de la magistrature. Au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques, plusieurs magistrats ont été révoqués, mis à la retraite, promus, et d'autres encore ont fait l'objet des démissions d'office. Le chef de l'État a révoqué des magistrats ayant fait l'objet des condamnations judiciaires et qui ne pouvaient plus exercer leurs fonctions conformément aux textes disciplinaires régissant la profession. Quelques magistrats du Conseil d'État ont été considérés comme déserteurs de leur poste pour n'avoir pas assisté aux séances de travail de cette juridiction et ont fait l'objet des démissions d'office. Il s'agit notamment des juges Noël Botakile et Léon Ondimoula, tous du Conseil d'État. Plusieurs autres magistrats ont été affectés à une juridiction supérieure et d'autres ont été promus comme conseil à la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa a été nommé avocat près la Cour de cassation. Des magistrats des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix ainsi que des parquets près des tribunaux ont obtenu des grades supérieurs. D'autres ordonnances présidentielles ont concerné la mise à la retraite de quelques magistrats ainsi que l'élévation à titre posthume des magistrats décédés. Ces nominations au sein de la magistrature interviennent dans un contexte de renouvellement de cette profession au travers les nominations de nouveaux magistrats civils et militaires à la suite du concours des recrutements organisé sur toute l'étendue du territoire national où 2500 magistrats ont été nommés et ont débuté leur formation. En briefing avec la presse ce lundi, le ministre des Finances accompagné du directeur de cabinet adjoint du président de la République chargé des questions financières a rejeté en bloc les accusations qui n'ont cessé de prendre de l'ampleur ce dernier jour dans l'opinion. En substance, l'accord primaire à Sakima qui ne concerne que 14 permis miniers de Sakima sur 46 et donc il n'y a pas de monopole. C'est le député UNC, Alfred Maïcha, qui a jeté le pavé dans la mare la semaine dernière en déposant une question écrite adressée au ministre des Mines, des Finances et du Portefeuille, après avoir remarqué des zones d'ombre dans le partenariat signé entre l'État congolais et l'entreprise Primera Gold. Nicolas Kazadi, qui autrefois s'est félicité de cette opération, n'a pas changé d'avis et assure que cet accord avec la société émirati est le seul moyen de stopper la folie meurtrière de ceux qui utilisent l'or et le coltan du sang pour créer l'insécurité dans la partie est du pays. Le directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des questions financières a répondu, lui, au prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Quelques heures plus tôt, il avait rendu public un communiqué déplorant le pillage des ressources naturelles du pays en complicité avec les autorités établies. Pour perdre quelque chose, il y a deux hypothèses. Soit on l'avait et on l'a perdu. Il faudrait que lui, maintenant pas en tant qu'avocat, en tant que parlementaire qui vote le budget et qui fait un contrôle budgétaire sur les recettes de l'État, revienne expliquer à la population congolaise où est-ce qu'il y avait les 500 millions de dollars qui rentraient dans le cadre de l'exploitation artisanale de l'or et du coltan dans le Sud Kivu, qui bénéficiaient au budget de l'État. Je m'y perds et je ne peux pas comprendre que notre prix Nobel de médecine
puisse reprendre des chiffres aussi farfelus. Enfin, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit jamais prix Nobel d'économie. Dénonçant une sorte de récupération politique de la part des adversaires du président de la République, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, appelle toutes les parties prenantes au processus électoral à se préparer pour décembre afin de livrer une bataille loyale, car il n'y aura pas de dialogue. Ceux qui pensent qu'il y aura des dialogues sont sûrement ceux qui doivent s'apprêter pour aller vers les urnes, parce que c'est vers ça que nous allons tendre et c'est vers ça que nous allons voir qui a le meilleur projet. Dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, en séjour à Bruxelles, a rencontré son homologue belge. Au menu, les élections, mais aussi la crise sécuritaire dans l'Est marquée par l'agression rwandaise. La Belgique a promis donc son implication dans l'observation électorale. On écoute les deux personnalités. J'ai présenté la situation de la République démocratique du Congo, caractérisée par deux grands événements. Un événement dramatique, c'est l'agression de la République démocratique du Congo par Rwanda à travers son bras armé qui est le M23. En fait, c'est l'armée congolaise qui agresse la République démocratique du Congo. Nous avons également salué l'intervention de Sa Majesté le roi pour le soutien lui-même et le gouvernement belge apportent au gouvernement congolais dans la lutte contre l'agression rwandaise. Et nous avons salué l'excellente coopération qui existe entre le Royaume de Belgique et la République démocratique. L'idée est évidemment de faire suite au protocole que nous avons pu signer ensemble entre le Royaume de Belgique et la République démocratique de Congo au niveau des parlements pour une meilleure coopération et pour une entraide entre nous. Et ici, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo m'a sollicité pour venir en soutien dans le cadre de l'organisation des élections et peut-être l'envoi d'observateurs belges. Et donc nous allons soumettre ces demandes à notre Assemblée de manière à pouvoir venir au Congo pour assurer que la démocratie soit bien respectée, notamment dans le cadre de l'organisation des élections. C'est un fondamental, évidemment. En Ituri, au moins 15 civils ont encore été tués par des miliciens Codeco au camp de pêche de Gobou dans le territoire de Djougou. L'information est confirmée par la société civile de l'Ituri qui dénonce cette énième attaque de la dite milice. On écoute Dieudonné Lossa, président de la société civile de l'Ituri. Oui, effectivement, le 27 août 2023, le miliciens de Codeco fait excursion dans le territoire de Djougou au cas de pêche Gobou au bord du lac Albert et ils ont tué au-delà de 15 personnes. Les informations que nous avons jusqu'à 20 personnes tuées, parmi eux les civils aussi, beaucoup plus les civils et quelques militaires. Et même là, les gens disent que le nombre de gens qui sont morts pourrait être revu à la hausse parce que beaucoup de gens seraient tombés dans le lac. On n'a pas encore récupéré tous ces corps. Beaucoup d'autres sont dans la brousse. On n'a pas encore eu accès pour récupérer leurs corps. Non seulement les 27, mais dans la nuit d'aujourd'hui, donc du 28 au 29, les miliciens de Codeco ont fait excursion de nouveau à territoire d'Aru, dans le carrière Chaba, où 16 personnes ont été tuées, 9 autres personnes blessées et plusieurs autres personnes apportées sûrement avec les billets qu'ils ont pu récupérer. Dans cette nuit même, un militaire FARDC venait de tuer encore 2 personnes à Tchomia, là où dernièrement un autre militaire FARDC de poste naval avait tué 13 personnes. Parmi les 2 personnes tuées cette nuit, il y a la femme de ce militaire et il y a son beau-frère. Donc c'est ça la situation qui se passe en Ituri. Vous avez dit que nous sommes en train de demander la levée de l'état de siège et pourquoi cela se faux. Effectivement, la levée de l'état de siège parce que sous l'état de siège, les miliciens se comportent comme si de rien n'était.
C'est parce que les Codeco ne sont pas inquiétés, ces miliciens ne sont pas inquiétés, bien qu'ils ont signé cet accord, ils sont libres de l'observer ou non. C'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas une pression, il n'y a pas un accompagnement, un encadrement de ces accords. Ça ne peut qu'être ça la conséquence. Et pour lutter contre la fraude des matières premières dans les frontières entre la RDC et ses pays voisins, 125 agents de la police des mines et des hydrocarbures viennent d'être formés sur la législation minière, la lutte contre le trafic illicite des minerais et la sécurisation des carrés miniers dans la province du Sud Kivu. L'autorité provinciale a dans son allocution salué la fructueuse collaboration qui existe entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, laquelle collaboration a permis l'organisation de cette formation dont la province est bénéficiaire. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, passe les troupes en revue ici au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Il avance à pas pesant pour s'incliner devant le drapeau national. La cérémonie est de taille. Elle consacre l'entrée en fonction du nouveau commissaire divisionnaire adjoint, le général Roger Issio, récemment nommé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous remets cet étendard, symbole de commandement. Vous les garderez jalousement et vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mais très sincère, félicitations. Devant les invités, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a appelé le nouveau chef de la police de bien protéger l'étendard, symbole de commandement, pour défendre et protéger la population et ses biens jusqu'au sacrifice suprême, conformément à la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui il a réitéré le soutien du gouvernement provincial. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Nous savons comme on a aujourd'hui un bon chef, c'est que nous avons aussi à avoir une bonne troupe. Donc cela ne peut que réjouir la population et le gouvernement provincial que je préside. À la fin de la cérémonie, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, à ses côtés, les généraux de l'armée congolaise, ceux de la police, ainsi que des autorités politico-administratives, a assisté au défilé des éléments de la police nationale congolaise. Et je l'annonçais dans le sommaire, à quelques jours de la rentrée scolaire édition 2023-2024, les parents se plaignent du manque des moyens alors que les professeurs, les enseignants, eux, posent certains préalables avant la reprise des cours. Notre équipe de rédaction est descendue sur terrain pour faire le constat des avis partagés entre parents et vendeurs des fournitures. Regardez. Avant la constitution de 2006, la République démocratique du Congo restait l'un des rares pays au monde où l'enseignement primaire public n'était pas gratuit. Les frais de scolarité ont été initialement introduits dans les années 1980 pour couvrir les salaires des enseignants et les coûts des fonctionnements des écoles. Comme peu d'autres pays dans le monde, la majorité des écoles primaires publiques de la RDC ne sont pas gérées par l'État, mais plutôt par les réseaux religieux, dont les plus prédominant est l'Église catholique qui génère environ 60% d'écoles primaires publiques, mais plutôt par des réseaux religieux dont les plus prédominants est l'Église catholique qui génère environ 60% d'écoles primaires publiques en vertu d'un accord formel avec le gouvernement. Malgré les réalisations, le système d'éducation de base de la RDC est confronté à un nombre énorme de défis, notamment l'extrême pauvreté des ménages et les limites fiscales du gouvernement. Cette année, la rentrée scolaire serait incertaine au niveau des ménages, au vu de la situation économique du pays. Cette année, nous rencontrons d'énormes difficultés à préparer la rentrée scolaire de nos enfants et les taux d'échange ne nous aident pas. Le moment venu de recevoir notre paye, les taux est revu à la baisse. À ce rythme, nous ne pourrons pas envoyer nos enfants à l'école le lundi 4 septembre. Que le gouvernement réagisse favorablement à nos attentes. Il a été interdit aux grossistes ou encore aux grands magasins la vente en détail des articles. Mais certains magasins dirigés par des Indiens vendent en détail tous leurs articles. Cela ne facilite pas la tâche de certains détaillants. Ils ont réagi en ces termes. Les prix des articles ou de fournitures sont également revus à la hausse par rapport aux années précédentes. Et cela nous empêche de vendre comme toujours.
Les Indiens sont également pour quelque chose. Actuellement, il est difficile de vendre facilement nos articles comme dans le temps. Il est important de spécifier que le ministre de l'EPST a annoncé la gratuité des inscriptions des élèves sur toute l'étendue de la RDC pour alléger les dépenses de cette année, chose qui offense certaines écoles privées. Au Kwilu, la population a de nouveau vu la lumière le dimanche après 5 longs mois de coupure suite à une panne de transformeur. Avec l'électricité rétablie dans cette partie de la ville de Bandundu, la joie était perceptible chez les habitants de ces quartiers où des jeunes ont carrément traîné un peu plus tard dans la rue, plus que d'habitude grâce à l'éclairage public. Enfin, plusieurs quartiers de Bandundu-ville retrouvent l'électricité après plusieurs mois de panne de transformateurs. Il s'agit du quartier Ibolé, Molende, Ngamilele, Caravane, Luani, Moussaba, Sibé et Monusco qui sont des nouveaux éclairés. Les habitants sont actuellement dans la joie de dépasser les désagréments que leur a causé cette situation. Ils déplorent par ailleurs avoir été privés de leur droit à l'information, à un accès à l'eau potable et à l'énergie électrique, selon les dispositions de la Constitution congolaise. Selon les informations, les implications de ces rétablissements de l'électricité sont notamment la reprise en activité en plein régime de plusieurs petites unités de production formées pendant ces 6 mois de panne. Ce retour à la normale a été rendu possible grâce aux instructions données par le directeur général de la SNEL, Fabrice Losinde, qui a dépêché dès le 17 juillet 2023 ces équipes avec des pièces de rechange devant remettre en état le transformateur. Pour honorer l'invitation de l'abbé Jean-Marie, nouveau prêtre de la paroisse Saint-François de la Katouba, dans le Olomami, la gouverneure de province Isabelle Yumba a participé à la première messe du curé de cette paroisse après son ordination par l'archevêque Fulgence Mouteba. Et pour l'occasion, la première citoyenne de la province a apporté donc son assistance à l'église et aux personnes de 3e âge. Regardez. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Yumba Mushimbi, a répondu avec ferveur à l'invitation de l'abbé Jean-Marie qui a dit sa première messe à la paroisse Saint-François de la Katouba. Après son ordination par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, après avoir écouté religieusement l'évangile qui déclare « Bénissez ceux qui vous accueillent », les fidèles chrétiens présents à ce culte, chacun selon ses moyens, a offert à Dieu. Ici, l'exécutif provincial a marqué aussi sa présence par une offrande spéciale. Pour encourager l'abbé Jean-Marie dans les œuvres de Dieu, l'exécutif provincial lui a remis une enveloppe. Les 2 chorales qui ont agrémenté la messe n'ont pas été oubliées. Avant la bénédiction finale, le curé de la paroisse a placé un mot. La gouverneure Mushimbi, qui n'est pas à son premier geste, la chorale Voix des Anges a bénéficié d'un synthétiseur, cela sous la satisfaction des bénéficiaires. Les personnes de 3e âge n'ont pas été oubliées tout au long. Au Maniema, le gouverneur Idrissa Mangala s'est rendu au camp militaire Iwama pour assister à une parade militaire qui a eu lieu ce lundi. Sur place, l'exécutif provincial a fait quelques dons, notamment des médicaments et des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Le gouvernement provincial du Maniema vient de voler au secours des militaires du camp Loama et des recrues du centre de formation commando des Jéricho en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, d'action et en médicaments antibiotiques. Je vous remets ce produit pharmaceutique pour une gestion orthodoxe. Au revoir de Mangala. La cérémonie a eu lieu à l'explanade du camp Loama au cours d'une parade organisée par cette fin devant les éléments des troupes, les sous-officiers et officiers. Le chef de l'exécutif provincial du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a dit que l'appui de son gouvernement est une manière d'accompagner les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte et capable de protéger l'intégrité territoriale. Ainsi pourra faire la cérémonie de ce jour. Le gouverneur Adi Intérim du Maniema rassure qu'il reste engagé à matérialiser la vision du chef de l'État en parole, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en parole comme en acte.
Hors de nos frontières, les Gabonais sont toujours en attente de la fumée blanche après le scrutin présidentiel de samedi dernier. Le dépouillement se poursuit pendant ce temps alors que Internet demeure coupé dans le pays. Alors que les résultats des élections des samedis se font toujours attendre, la journée de lundi a été calme, aucune déclaration officielle n'est intervenue, mais des arrestations auraient eu lieu selon la télévision publique. De son côté, la plateforme de l'opposition a affirmé que les tendances sont favorables à son candidat Albert Ondossa. À l'issue d'une journée où l'activité a tourné au ralenti, malgré la réouverture des administrations, les Librevillois, toujours privés d'Internet et d'accès à certains médias internationaux, dont RFI, se sont dépêchés de rentrer chez eux à l'heure du couvre-feu. Les dispositifs sécuritaires restent en place, ce qui n'a pas empêché un certain nombre de boutiques de vider leurs rayons par crainte des pillages. Alors que la fumée blanche est toujours attendue du côté du centre gabonais des élections, le journal du soir de la télévision publique gabonais, Première, a affirmé que des membres d'une bande ayant pour objectif de semer les chaos dès la proclamation des résultats avaient été arrêtés. Mais plus tôt dans l'avant-midi, la plateforme de l'opposition Alternance 2023 a assuré devant la presse que la tendance lui était très favorable. La guerre est loin d'être terminée au Soudan, c'est ce qu'a affirmé le général Abdel Fattah al-Burhan lors de sa dernière apparition au port Soudan où il a appelé la population et ses soldats à en finir définitivement avec les rebelles paramilitaires en refusant toute négociation avec le camp adverse. Après plusieurs jours de combat au Soudan, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a fait son apparition en public lundi 28 août à Port-Soudan où il a appelé à la résistance face à la rébellion des paramilitaires, refusant les discussions après plus de 4 mois de guerre sanglante. Depuis que le chef de facto de l'État est sorti il y a quelques jours du quartier général de l'armée, où il était assiégé depuis le 15 avril par les forces de soutien rapide FCR, du général Mohamed Abdan Daglo, surnommé Emeti, les rumeurs de négociations entre généraux à l'étranger se multiplient. Au Soudan, les civils sont confrontés chaque jour à une horreur imaginable, dénoncent certaines organisations non gouvernementales et celles des droits de l'homme. Et aux États-Unis, la date du procès historique de l'ancien président Donald Trump est désormais connue. Il débutera donc le 4 mars 2024 à Washington. L'ex-président devra présenter ses moyens de défense au sujet de ses prétendues pressions électorales en 2020. Et en réaction, le milliardaire dénonce une ingérence électorale dans la présidentielle de 2024. On en vient au rappel des principaux titres. Réaménagement de l'appareil judiciaire en RDC. Plusieurs magistrats ont été révoqués, mis à la retraite ou promus au terme d'une série d'ordonnances présidentielles rendues publiques lundi. Au moins 15 civils ont encore été tués par des miliciens Codeco au camp de pêche de Gobou dans le territoire de Djougou. L'information est confirmée par la société civile de l'Ituri. Comment se déroulent les préparatifs de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national? Plusieurs préalables à remplir. Parents, enseignants et vendeurs des fournitures ont donné de la voix dans ce journal. Dans un instant, la revue de presse sur votre chaîne. Restez avec nous. Et comme tous les mardis, la sélection des titres est signée Héritier Ntambois. De l'autre côté du plateau, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Amina et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Crise entre Jean-Tini Ngobila, Godempoy, le président de l'APK a saisi le ministre de l'Intérieur et la Cour de compte. Exactement, c'est suite au refus des élus de Kinshasa de sanctionner les gouverneurs Jean-Tini Ngobila sur sa gestion de la ville, dite chaotique selon le président de l'Assemblée provinciale. Godempoy vient de saisir le ministre de l'Intérieur et la Cour des comptes, titre le média en ligne brève.cd. Selon ce média Amina, le speaker de l'APK fait deux propositions à savoir
faire pression sur le gouverneur pour payer les émoluments de députés exigés par ces derniers avant d'accepter la convocation d'une session extraordinaire et activer les dispositions des articles 63 et 68 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 relative aux mesures conservatoires de suspension du gouverneur. En conflit ouvert avec Gentini Ngobila, Gérard Gekoko Moulumba dénonce une situation critique avant la rentrée scolaire, pointe le média Actualité.cd. Dans une déclaration parvenue à ces médias, Gérard Moulumba a exprimé sa préoccupation quant à la rentrée scolaire imminente, alors que de nombreux fonctionnaires locaux, y compris les ministres provinciaux et les policiers, sont privés de salaire depuis 26 mois. D'après lui, gestion chaotique de la ville de Kinshasa, Gekoko Moulumba écrit Actualité.cd a atomiser Ngobila et rappeler les 10 points qui plombent l'administration urbaine. Une situation critique, Amina, incompréhensible, constate Forum Désastre, d'autant plus que Gentini Ngobila Mbaka et Gérard Moulumba sont d'une même plateforme politique, d'une même famille également, en l'occurrence l'USN. Ils se réclament d'un même chef, d'un même leader en la personne du président de la République, Félix Tshisekedi, que les deux font le tandem de l'exécutif provincial. Que disent les journaux au sujet de la visite du président burundais à Kinshasa? Oui, exactement. L'actualité, c'est aussi la visite du président burundais à Kinshasa ici. L'objectif de cette visite, explique Média Congo, était de resserrer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre la RDC et les Burundi. Un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé en présence de deux chefs d'État pour renforcer la sécurité, vous l'avez dit, Amina, dans les deux pays. À cette occasion, souligne le média Ouragan, Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye ont appelé les M23 à déposer les armes. Nos confrères rapportent par ailleurs, Amina, que la guerre qui sévit dans l'est de la RDC préoccupe les deux personnalités. Elle n'a pas que des conséquences humanitaires. Cette guerre impacte également sur le processus électoral en cours. Selon le média, Félix Tshisekedi n'exclut pas en effet la possibilité de déclarer la guerre un jour contre le Rwanda, qui soutient les rebelles du M23 si les solutions diplomatiques ne marchent pas. L'ambassadeur de France, pour terminer, reste au Niger malgré l'ultimatum. Eh bien, c'est comme ça que titre le média DW, puis j'en termine là-dessus. L'actuel pouvoir avait donné vendredi à l'ambassadeur de France en poste au Niger, Sylvain Hitt, de quitter les territoires nigériens sous 48 heures. L'ultimatum a expiré hier lundi, Amina. En réaction dimanche, Paris estime que les militaires au pouvoir n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'ambassadeur de France au Niger est toujours en poste. Sylvain Hitt avait reçu l'ordre de partir dans un contexte de détérioration rapide des relations bilatérales entre les deux pays. DW rappelle que l'ambassadeur Hitt avait refusé de rencontrer les nouveaux dirigeants du Niger après le renversement du président Bazoum, a déclaré vendredi l'actuel pouvoir en annonçant que Sylvain Hitt avait 48 heures seulement pour quitter les territoires du Niger. Et des milliers de Nigériens favorables à la chute du président Mohamed Bazoum ont manifesté dimanche près de la base militaire française de la capitale Niamey. Vous l'avez compris, Amina, voilà qui met point à notre revue de presse de ce mardi. Une revue de presse plutôt transversale. Merci, Héritier. Je vous en prie. Merci à vous également de votre attention. L'actualité continue sur Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.